Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance, numéro 145 avec Stéphane sur RLP 102.3 pour une émission aujourd'hui d'actualité. Cela fait longtemps que nous n'avons pas regardé ce qui se passait un petit peu dans les journaux, les médias et autour de nous, dans notre environnement. Nous allons aujourd'hui rattraper notre retard. Plus particulièrement, aujourd'hui, nous aurons une interview exclusive avec Philippe Vessé, cofondateur de la Grue Jaune, qui vient de créer la Grue Bleue, auteur de 4 livres, ex-candidat à l'élection présidentielle et qui a passé la nuit sur une grue la semaine dernière. Nous regarderons comment les conflits familiaux dégénèrent mécaniquement dans une trop grande proportion dans des problèmes de suivi éducatif de l'enfant, voire d'aide sociale à l'enfant. Et il nous sera impossible d'ignorer les appels de Maître Hamas sur ces dysfonctionnements et nous essaierons de voir de manière générale quels sont les points d'entrée et les points de sortie de cette mécanique déstructurée où les responsabilités ont été séparées à chaque étape et où chacune de ces étapes est persuadée que la suivante pourra résoudre les problèmes qui n'ont pas été résolus, tout ceci devenant un trou noir engouffrant des sommes d'argent monstrueuses pour des résultats de notoriété publique, dirons-nous. Donc c'est parti pour un spécial actualité et une nouvelle dénonciation. Nous allons encore montrer du doigt ce qui est vraiment si déplorable dans notre France du XXIe siècle, dans la protection des enfants et dans la gestion des conflits familiaux. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Dimanche 23 avril, Philippe Vessé monte sur une grue dans le 13e. Il y passera la nuit. Il sera accueilli par France 3 et les forces de l'ordre le lendemain. Le cofondateur de la Grue Jaune, qui aujourd'hui a créé la Grue Bleue, nous explique sa démarche et ce que ça fait de monter comme ça, parce qu'en fait, il va pas dans la cabine, il grimpe vraiment, il s'accroche aux barres de métal, il va tout en haut là et il y reste le plus longtemps possible. Ça reste quand même un petit peu dangereux, comme il nous l'explique. Donc tu es monté en fait sur la grue hier soir à 2h du matin et tu es redescendu ce matin, donc vers... Et je suis redescendu à midi. À midi, d'accord, avec un petit comité d'accueil de France 3 et quelques forces de l'ordre, je suppose. J'avais vraiment très froid, j'aurais peut-être dû rester un peu plus longtemps, mais... Bon, est-ce que tu avais un message particulier à faire passer ? Le message, oui, plusieurs messages. D'une manière générale, il y a le fait quand même que les avocats sont toujours présents dans les procédures, même quand ce sont des consentements mutuels, sans passer devant le juge. Donc ça rend les séparations et les divorces toujours très onéreux. Et puis surtout, comme j'ai expliqué, les divorcés ancien régime, eux, ils restent soumis à nos anciennes décisions, de même que leurs enfants, si tu veux. Donc, c'est souvent très très défavorable, quoi, comme situation, comme contexte. Ça, c'était le message général, générique. Et puis après, j'ai expliqué quand même que moi, j'avais des problèmes avec mes propres enfants, qui sont complètement déstabilisés au point de vue scolaire, professionnel. Ils n'arrivent pas à se stabiliser. T'es sur les grues à quelle heure ? 2h du matin. C'était juste à côté de la grande bibliothèque, dans le 13e arrondissement. Il faisait vraiment très froid cette nuit, donc déjà c'était assez dur à ce niveau-là. Et puis ce matin à 8h, il s'est mis à pleuvoir, et ça c'est très très désagréable, quoi. Alors il y avait effectivement en bas Olivier, non, pas Gourson. Olivier Gourson m'a envoyé un petit message de soutien très sympathique. Il est arrivé à 9h, voilà. Les journalistes de France 3 sont arrivés vers 10h30. Et voilà, quoi. Donc on a fait... Ce qui m'a frappé, c'est la première fois que je vois ça, le caméraman a tenu à monter dans la grue, donc j'avais jamais vu ça, donc voilà, il est monté, puis après il posait des questions assez bizarres, enfin il n'était pas très favorable en fait. Ah oui, donc vous avez enfreint la loi, vous êtes monté sur une grue, donc vous avez pénétré sur un chantier illégalement, etc., etc. J'ai trouvé que tu vois, d'habitude il y a un accord quand même plus... Bon, enfin voilà.
On avait l'impression que la journaliste ne comprenait pas qu'il y ait encore des injustices. Non, mais pour eux, à partir du moment où tout peut se résoudre maintenant par une sorte d'accord de consentement mutuel sans passer par le juge, elle comprenait pas qu'on puisse être révolté contre quoi que ce soit finalement, quoi. Donc Philippe Vessé, tu en es à ton 4e livre, je crois, là, c'est ça, hein? Oui, l'hypothèse du père. J'espère que tu l'as eu d'ailleurs. Enfin, en tout cas, oui, j'en suis à mon 4e livre et ma foi, j'essaye toujours de réveiller un petit peu les consciences, mais je sais pas, c'est un sujet tabou, le père, ou plutôt l'absence du père. D'ailleurs, j'ai trouvé très symptomatique ce matin que quand j'ai essayé d'appeler l'attention du journaliste sur le fait qu'il y a beaucoup de problèmes qui actuellement affectent la France, notamment tout ce qui concerne la contestation de l'autorité, des figures de l'autorité, etc., le journaliste m'a stoppé net en me disant « Mais non, c'est pas le sujet, je veux juste savoir pourquoi vous êtes grimpé ce matin sur une grue, etc. » Je lui ai dit, mais il y a aussi quand même des enjeux de société. Mais il voulait rien entendre, il voulait rien savoir, quoi. J'ai quand même un certain âge, j'ai quand même 65 ans, hein, donc monter dans une grue maintenant, je sais pas si je vais recommencer à faire ça parce que c'est quand même très dangereux quand même, hein, très fatigant. Ce matin, il a plu, les barres devenaient glissantes. Il y a peut-être un moment où il faut être quand même raisonnable, quoi. Mais j'espère qu'il y aura des gens pour reprendre le flambeau, quoi, des jeunes, on verra. Merci, bon week-end. Allez, c'est moi qui te remercie. À très bientôt, hein. Merci. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Le souci est que les problèmes familiaux mal gérés, en fait, entraînent une très grande intervention des services de protection de l'enfance. On estime qu'aujourd'hui, 1/3 des enfants placés le sont pour dissonance éducative ou parce que les parents ne s'entendent pas. Alors, nous faisons également référence à un article du Figaro du 4 avril 2023 qui s'intitule « Les familles n'ont jamais été autant dans le viseur des services sociaux » avec un entretien avec Christine Serrada qui est l'avocat de l'association L'Enfance au cœur. Elle dénonce les placements abusifs d'enfants et demande la création d'une commission d'enquête. En 2021, 310 525 enfants étaient suivis par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, soit 2,1% des mineurs. C'est énorme en fait quand on sait qu'en France, il y a 76 000 détenus. Nous avons plus d'enfants placés que de gens dans les prisons. Tout ceci, en fait, provient également de la dénaturation d'une loi d'après-guerre qui, initialement, était censée être dans des circonstances absolument exceptionnelles. Mais l'augmentation des interventions, des dénonciations, des informations préoccupantes, la politisation, en fait, de la protection de l'enfance a entraîné une certaine suractivité. Nous sommes donc allés voir les chiffres de l'ONPE, l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Et nous apprenons que les chiffres sont effectivement au niveau national en progression constante, même si leur tableau s'arrête en 2016. Alors, l'étude intéressante aussi est sur les données du 119 en 2018, par contre, elle explique que le 119 reçoit 545 365 appels, soit 1494 par jour, qui après différents filtres, messages d'accueil, messages d'attente et protocoles, entraînent environ 33 010 appels traités, soit 90 par jour, qui entraînent des signalements aux procureurs et aux services sociaux. Et c'est là que le problème commence, parce qu'il n'y a pas de contradictoire et il n'y a pas de mesure de protection contre les informations préoccupantes et les interventions des services de l'État et des sociaux. Il n'y a pas de supérieur hiérarchique identifiable, il n'y a pas de droit de regard, en fait, tout est secret, géré par les départements, il n'y a pas une aide sociale, il y a des aides sociales, il n'y a pas d'organisme directeur au-dessus, et donc chaque personne, à chaque étape, de manière bien intentionnée, en fait, s'empare d'un projet, s'empare d'un dossier, et l'envoie à la personne suivante, au service suivant, en se disant, là-bas, ils vont pouvoir faire leur boulot comme il faut et s'en occuper correctement. L'État a donc créé des observatoires départementaux de la protection de l'enfance, des ODPE. Ce réseau est animé par l'ONPE, effectivement, l'Observatoire national de la protection de l'enfance, et les OPDE réalisent depuis 2009 une enquête nationale auprès des conseils départementaux afin de faire un état des lieux pour voir le fonctionnement, la composition et les activités des observatoires. Il y a actuellement 90 ODPE qui ont été mis en place.
donc sur 90 départements, dont les membres constitutifs sont gérés généralement par des représentants de l'État, où il y a le préfet, il y a la justice, les magistrats, les polices judiciaires, les élus du département, les services ASE, les services PMI, le CRIP, des représentants associatifs, la DEPAP, l'ARS, le MDPH, etc., etc., comme on peut le trouver sur le site du gouvernement. Un ensemble extrêmement bureaucratique, une usine administrative, mais sans aucun recours pour les parents, qui la plupart du temps n'ont même absolument aucun interlocuteur à partir du moment où la machine se met en marche. Il y a donc une volonté évidente de la part des institutions de s'occuper des problèmes de l'enfance. Ça, c'est clair, mais est-ce que ça fonctionne vraiment bien? La question est posée parce que entre l'absence de contradictoire, la non véritable qualification des intervenants et les statistiques affichées par la société à l'enfance, nous rappellerons ici la phrase de Marc Juston: les bonnes intentions ne suffisent pas. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. De nombreux soutiens sur les réseaux sociaux, notamment celui d'une ancienne assistante sociale. C'est un témoignage RMC que l'on vous propose d'entendre ce matin. Nous l'appellerons Émilie. Elle a accepté de nous raconter son parcours au service placement de l'aide sociale à l'enfance. Elle se souvient, tout juste diplômée, avoir dû arracher une fillette de 3 ans à sa mère. Je me rappelle avoir physiquement dû prendre cette petite fille, la décrocher de sa mère. Et puis elle se rattrapait à une chaise et la décrochée de la chaise pour mettre cette petite fille dans ma voiture qui pleurait, qui comprenait pas ce qui se passait, qui comprenait pas pourquoi on l'a retirée de sa maman avec qui elle avait un lien si fort. Toute sa vie, cette petite fille, pour elle, j'aurais été la dame qui l'a enlevée à sa maman, quoi. Je pense qu'on a fait beaucoup plus de mal à cette famille ce jour-là, surtout cette petite fille, que de bien. Émilie nous décrit un service composé de jeunes travailleurs sociaux âgés d'une vingtaine d'années, mal payés, sous pression d'une institution débordée qui n'a pas le temps de traiter les dossiers, un système qui conduit parfois à placer abusivement les enfants. On a beaucoup de dossiers et c'est un peu l'usine à gaz, quoi. On voit très peu les situations. On est là pour placer, quoi. Enfin, c'est pas assez poussé. On place un peu à la volée. Moi, j'ai déjà vu que des rapports pouvaient être exagérés pour arriver à des fins de placement. Et moi-même, je pense avoir fait du tort dans certaines situations. Et je pense que si j'avais eu le recul à ce moment-là, le temps de me poser, pas 50 000 dossiers à rédiger derrière, bah peut-être que je me serais dit, bon, ok, avant de placer, il faudrait investiguer un peu plus. Il y a trop de situations où on intervient trop vite. Émilie a tenu 5 ans dans ce service. Aujourd'hui, elle travaille auprès de personnes âgées. C'est grave ce que raconte Émilie. Que répond l'aide sociale à l'enfance? Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas une aide sociale à l'enfance, mais des aides sociales à l'enfance qui dépendent chacune en fait des conseils départementaux. Nous avons donc sollicité celui de Haute-Savoie dont dépendait Émilie lorsqu'elle y travaillait. Son président nous a répondu par écrit en une phrase: si quelqu'un a des faits à signaler, je cite, qu'il me les adresse ou les adresse au procureur de la République. Fin de citation. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc on résume. Des parents se séparent, au tribunal c'est la foire d'empoigne, les budgets explosent, on leur accorde en moyenne 17 minutes d'audience, les délais sont extrêmement longs, le conflit s'envenime, et un jour quelqu'un appelle le 119 ou envoie un petit courrier au conseil départemental. Et donc nous avons les gens comme la dame là juste avant qui viennent s'occuper de la situation pour aller tenter de sauver ce qui peut l'être. Et après, tout ça, ça se termine devant le juge des enfants. Et le juge des enfants, effectivement, lui, est-ce qu'il a vraiment les possibilités, les capacités de s'occuper correctement des dossiers? Réponse. Une justice plus rapide et plus efficace. C'est l'ambition du projet de loi de programmation pour la justice examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. Et il y en a besoin, à en croire les juges pour enfants du tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Ils publient une tribune en forme d'appel au secours dans le journal Le Monde. Marion Dubreuil, ils dénoncent leur manque de moyens avec des conséquences très concrètes à la clé. Quand il s'agit de placer un enfant en urgence, la justice a les moyens d'agir rapidement. Le problème pour les juges des enfants du tribunal de Bobigny, c'est l'application des mesures prises avant ce dernier recours. Quand un mineur est en décrochage scolaire, par exemple, ou qu'il est violent, que les parents sont dépassés, la justice peut prononcer des mesures dites éducatives, une consultation chez un psychologue ou un accompagnement avec un éducateur. Sauf qu'aujourd'hui, il faut attendre parfois 1 an et demi avant que ces mesures soient effectives, faute de moyens et de personnel, avec le risque qu'entre-temps,
la situation se soit aggravée. Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, directement en charge de la mise en œuvre de ces mesures, partage ce constat. Son président, Stéphane Troussel, demande aujourd'hui à l'État de lui donner les moyens d'assurer ses missions. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. En bout de chaîne, ensuite, vient le foyer ou la famille d'accueil. Et là, effectivement, c'est également un désastre de notoriété publique. Tout ce que vous avez entendu sur la DAS ou sur l'ASE, vos plus grandes frayeurs, je vais vous le dire franchement, elles sont toutes vraies. Et ne croyez pas que la Dordogne est épargnée. France Bleu Périgord, 17 avril 2023, des enfants retirés d'un foyer d'aide sociale à l'enfance en Dordogne, le foyer Saint-Joseph à Bergerac, qui recevait les enfants placés, ont été retirés suite à des manquements graves, des problèmes d'attouchement sur des garçons, sur des filles, qui a fait que la juge des enfants de Bergerac a décidé de retirer 17 enfants du foyer. Et quand on lit un peu l'article, on hallucine parce que de l'argent, il y en a. Tout le personnel administratif avait des MacBook Pro. Les éducs avaient des Mac pour faire du traitement de texte et des emails, avec des formations Lego mises au point par la grande école centrale Supélec à 3 000 € par personne. Tout ça financé par le conseil départemental. Et on constate qu'il y avait un cruel manque d'effectifs et que c'est un problème général dans le milieu de la société à l'enfance. En 13 ans comme directeur, j'ai demandé tous les mois des postes que je n'ai pas eu, explique Pierre-Manuel Béraud. La visite de la juge, elle a duré 10 minutes montre en main. Quand le directeur d'association a pris la tête de la structure, elle comptait 40 salariés. Ils sont aujourd'hui 85 et suivent près de 150 enfants. Je vous renvoie à ce sujet sur les documentaires effectués par M6 et France 2 ces dernières années, qui regardent en détail le fonctionnement des foyers de l'aide sociale à l'enfance, avec des infiltrations, des caméras cachées et des enquêtes sur place. Un énorme boxon, donc, du début du traitement de la séparation jusqu'au placement de l'enfant. Un gouffre financier, un trou noir engouffrant des sommes d'argent monstrueuses pour des résultats absolument déplorables. Nos intervenants ici, durant plus de 140 émissions, nous confirment qu'il y a des problèmes d'égalité homme-femme, qu'il y a des présences d'idéologies de doctrine qui prennent le pas sur la loi et parfois tout simplement sur le bon sens. Tout ceci est bien souvent géré par des associations, de délégations de services d'État qui sont gérées par des jeunes, par des victimes, par des bénévoles, par des idéalistes, par des militants, avec extrêmement peu de main-d'œuvre réellement formée par les IRTS et travailleurs sociaux. Et face à cela, les familles n'ont aucun contre-pouvoir. Elles n'ont pas accès au dossier, elles ne peuvent pas se défendre. Il n'y a aucun moyen, aucune protection contre ces mécanismes d'aide. Alors aider les gens, certes, c'est bien, mais nous sommes obligés de dire que tout ceci ressemble parfois à une machine folle remplie d'approximations aux conséquences absolument désastreuses. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Bonjour, je m'appelle Michel Amas, je suis avocat au barreau de Marseille. Certains d'entre vous me connaissent, je me bats depuis maintenant 4 ans pour les familles des parents, les parents d'enfants placés, point. Je dénonce un système injuste, un système violent, un système malveillant. Je dénonce également la violence des magistrats, qui est inacceptable parfois. Demain, j'ai une audience à Foix pour 2 parents. 2 parents à qui on a pris les enfants il y a 3 ans, parce qu'en disant, on leur reprochait d'avoir un syndrome de Munchausen, c'est-à-dire de trop médicaliser leurs enfants, point. Donc on leur a pris les enfants en disant, vous les avez mis en fauteuil roulant, vous leur avez fait porter un corset, c'est vous qui avez fait le corset, c'est vous qui avez mis un fauteuil roulant. J'ai fait faire le médecin de l'aide sociale à l'enfance, a dit, oulala, ces enfants ils sont en trop bonne santé, les parents les ont surmédiqués. Donc le médecin de l'assistance sociale, d'accord ? Donc moi, pour sortir de là, j'ai fait un procès. J'ai fait un procès aux médecins qui ont soigné cet enfant devant la chambre disciplinaire des médecins en disant ces médecins, là notamment le chef de service de Toulouse qui a suivi ces enfants, vous avez surmédicalisé les enfants, vous avez fait porter un corset à cet enfant, vous avez donné un traitement à ces enfants, vous avez mis un des enfants en fauteuil roulant, vous êtes responsable parce qu'à cause de ces traitements, on a placé les enfants. J'ai eu le résultat hier, aujourd'hui, ce matin, on a gagné sur tout. C'est-à-dire que j'ai pas gagné dans les termes, mais j'ai eu ce que je voulais entendre, c'est-à-dire que la chambre disciplinaire des médecins
a dit que les soins qui ont été donnés par le chef de service de Toulouse étaient adéquats, que les enfants étaient atteints d'une maladie, qu'il était important de faire porter un corset, qu'il était important de mettre cet enfant dans un fauteuil roulant, que c'était les soins adaptés. D'accord, que tout le traitement qui a été fait, c'est-à-dire que ces enfants sont placés depuis 3 ans, ils voient quasiment plus leurs parents, pour rien. L'audience vient demain, pas de chance pour nous. Ce que je suis en train de vous dire, je devrais le dire demain à l'audience. Je peux pas le dire, pour une raison simple, pas de train qui partent demain, je peux pas aller à Foix, et non plus pas de voiture, puisqu'il n'y a déjà plus d'essence à Marseille, il n'y en a pas sur la ligne d'autoroute entre Marseille et Toulouse. Je fais donc un mail au magistrat en disant, écoutez, je peux pas venir demain, décaler la décision d'un mois, vous prorogez, et quand il y aura plus ce que nous vivons à l'heure actuelle, on gérera tranquillement ce dossier. Je reçois là le mail du juge pour enfants de Foix qui dit non, on ne peut pas parce que j'ai trop de travail. T'as entendu qu'elle a une audience par an dans ce dossier. C'est Foix. Des dossiers en assistance éducative pour les enfants, le ressort de Foix. D'accord ? Là, j'ai la décision qui a été rendue par l'ordre des médecins, qui dit que les médecins qui ont soigné ces enfants il y a 3 ans, ils les ont soignés avec des soins adéquats, des soins adaptés, qu'il fallait un corset, qu'il fallait le fauteuil roulant, que les décisions qui ont été prises par les médecins, c'était des bonnes décisions. Malgré ce, l'ASE a placé les enfants depuis 3 ans. Ces gens ne le voient plus. Ne voient plus les enfants. L'enfant m'écrit par SMS, parce que je suis sur les réseaux, de manière régulière, en disant « Sortez-moi de là, j'en peux plus ». Ces gens ne voient plus leurs enfants. Et moi, demain, on m'interdit d'aller plaider, alors que j'ai des choses à dire. Là, vous m'entendez que j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire, je n'ai pas le droit de les dire, et le magistrat me refuse le renvoi. Je suis obligé d'appeler le bâtonnier de Marseille, en disant « Il faut à tout prix m'aider ». Parce que si on me refuse le renvoi, il y a une décision qui va être rendue parce qu'on a vu les rapports des services sociaux si bienveillants. Dit il faut reconduire pendant 1 an avec Walou de droit de visite pour ces gens-ci qui les voient plus. Maintenant, c'est tellement éloigné. Depuis 3 ans, on voit plus leurs enfants. Tout ce qu'on a à dire demain, on va pas le dire. Je pourrais pas. Et quand je vais faire appel à la cour d'appel de Toulouse, je vais passer dans 1 an. C'est une honte. Ce qui se passe en France est une honte. Ce qui se passe à Foix est minable. Excusez-moi, dans ce dossier, il y a une plainte qui a été pénale, parce que quand on fait mal, on fait très mal. Ils ont déposé une plainte pénale contre ces gens, disant « Vous avez maltraité vos enfants en les surmédicalisant ». Le juge d'instruction de Foix, en 3 ans, n'a jamais reçu mes clients. Il les a jamais vus. Il n'a jamais entendu les médecins. Il les a jamais vus. Il n'a jamais entendu les enfants. Il les a jamais vus. Comme acte, pendant 3 ans, il a fait un truc. Il a désigné un expert psychiatrique pour entendre les gens, et j'ai jamais eu l'expertise. Nada, Walou, Zobé, c'est ça que l'on vit dans cette matière. C'est ça que l'on vit dans cette matière. Ils vont les piétiner demain matin parce qu'on ne sera pas là. Et même si on était là, ils vont les piétiner quand même. Parce que ce système est minable. Parce que ce système est injuste. Parce que vous dites rien. Parce qu'on se bat pas. Parce qu'il n'y a personne pour se lever. J'ai honte. Voilà, je rentre de vacances maintenant. J'ai déjà perdu le bénéfice intégral de la semaine de repos que je viens de prendre. C'est inacceptable de confier la défense, le sort des enfants à ces gens. Qui va nous protéger d'eux si on ne le dénonce pas? Allez, on continue, même affaire, encore un peu. Bonjour, je suis Michel Amas, avocat au barreau de Marseille. J'ai lancé une alerte hier par rapport au scandale du tribunal pour enfants de Foix, du juge d'instruction de Foix, en disant le juge me refuse le renvoi. Alors que je ne peux pas aller à Foix puisqu'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de train, la France est bloquée, mais à Foix non. À Foix c'est grand comme ça, mais eux, c'est le petit village qui résiste. Donc ce matin, j'ai saisi mon bâtonnier, qui a saisi le bâtonnier de Foix, en disant allez-y, il faut soutenir le renvoi que demande Maître Amas. Donc, comme je vous l'ai annoncé hier, ils l'ont piétiné. Ma cliente, d'abord, le bâtonnier de Foix n'est pas venu. C'est une belle solidarité professionnelle. Il n'est pas venu. Alors que mes courriers, celui du bâtonnier, en disant il faut que ce soit quelqu'un du conseil qui sollicite le renvoi, on l'a pas eu. Et ils l'ont piétiné. Non seulement
Ils ont piétiné la maman, ils l'ont piétiné, ils ont sucré quasiment tous les droits. Elle le voyait une fois par mois, maintenant on le voit qu'aux vacances. L'enfant, mais plus scandaleux encore. Hier soir, l'enfant, parce que je suis sur les réseaux, mon numéro est sur les réseaux, m'a envoyé ce SMS dans lequel il me dit qu'il a, lui, été reçu hier par le juge et que le juge lui a annoncé hier la décision d'aujourd'hui, c'est-à-dire avant même qu'on ne plaide, avant même qu'on évoque la procédure à l'audience, avant même qu'on ne parle du dossier à l'audience, avant même qu'il y ait des débats, le juge, la veille, a annoncé sa décision à l'enfant. Je vais saisir la chancellerie aujourd'hui, étant persuadé qu'ils vont la classer sans suite, comme toutes les autres plaintes que nous déposons. Je vais saisir le président du tribunal de Foix, qui va le classer sans suite, comme toutes les autres plaintes que j'ai déposées dans ce dossier. Je vais saisir la cour d'appel de Toulouse, qui va faire ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire rien. Voilà, si vous dénoncez pas ce qui se passe à Foix par rapport à cet enfant qui, à qui la veille, on donne la décision du lendemain avant qu'on ne plaide. C'est-à-dire que le magistrat qui trahisse tout, c'est pas gênant, mais que ça se voit, que ça soit sale, ça n'intéresse personne, c'est une honte. Vous ne dénoncez pas, personne n'aide. Quand on a du mal à accéder aux médias, on a du mal à accéder au grand public, cette matière est cachée sous le sceau de la honte. Et quand nous on dénonce, c'est nous qui sommes poursuivis. Ce qui se passe est un pur scandale. C'est au tribunal judiciaire de Foix, tribunal pour enfants de Foix, et le juge d'instruction de Foix qui n'a pas fait un acte, qui a fait un acte d'instruction en 3 ans contre ces gens. Et nous rapportons la preuve depuis hier que les faits qui ont justifié le placement de ces enfants n'existaient pas. On a rapporté la preuve contraire hier par un jugement rendu, une décision rendue par le Conseil de l'Ordre des médecins. C'est une honte, j'ai honte d'être avocat, j'ai honte de participer de ce système, j'ai honte. Et jamais 203. Bonjour, je m'appelle Michel Amas, je suis avocat au barreau de Marseille depuis 4 ans. Je dénonce le scandale de l'enfance placée. Depuis 1 mois ou 2, je dénonce ce qui se passe à Foix. Ce que fait le tribunal pour enfants de Foix, ce que fait ce juge de Foix qui piétine purement et simplement une famille. Il y a une famille à Foix, on leur a enlevé leur enfant, on a dit qu'ils avaient trop médicalisé leurs enfants, qu'ils étaient mauvais, qu'ils étaient dangereux pour leurs enfants. J'ai rapporté la preuve que toutes les décisions médicales qui ont été prises pour ces enfants l'ont été par un chef de service d'hôpital à Toulouse. J'ai la preuve irréfragable, une vraie preuve, une preuve en béton, qu'ils n'ont pris aucune décision pour leurs enfants. Le placement n'avait pas lieu d'être. Je rapporte la preuve, aujourd'hui, 3 ans après, depuis maintenant quelques mois, qu'ils n'ont commis aucune erreur. Il y a eu une audience, il y a presque 1 mois. La veille de l'audience, le juge a reçu les enfants et a donné le délibéré du lendemain. C'est-à-dire qu'avant même que nous ayons plaidé, cet enfant qui m'envoie des SMS m'a écrit. Il m'a écrit que le juge lui avait donné le résultat de l'audience la veille. C'est-à-dire que le juge de Foix, avant l'audience, a donné le délibéré à l'une des parties à l'audience. Ce n'est pas qu'un scandale. Ce n'est pas possible techniquement. Seulement, je ne vais avoir accès à la cour d'appel de Toulouse que dans 8, 10, 15 mois. C'est-à-dire que cet enfant, ça fait déjà 3 ans qui est en détention. Pour rien. Je reçois hier un SMS de l'enfant. Bonjour maître, je tiens le coup. Mais c'est dur, mon frère me manque. Je ne le vois jamais. Je veux rentrer chez moi. Malgré tout ça, malgré le fait qu'on rapporte la preuve que ces gens ne sont pas défaillants, le fait qu'on rapporte la preuve que le magistrat a rendu, il avait préjugé, c'est-à-dire qu'avant l'audience, on aurait plaidé, on n'a pas plaidé, c'est la même chose. Il avait déjà rendu sa décision, il a déjà donné le délibéré de la décision aux services sociaux, à l'enfant la veille. Ça servait à rien de travailler dans ce dossier, malgré les preuves, malgré tout ça. Ce qui se passe à Foix, ce qui se passe pareil à Dreux, à Toulon, c'est une honte, mais ce qui se passe à Foix, et la honte de notre justice, ce magistrat de Foix
et la honte du système judiciaire français. Aujourd'hui, en 2023 dans notre pays, si vous voulez faire une vacherie à quelqu'un, vous appelez le 119 et vous leur mettez ces gens sur le dos et vous leur faites perdre leurs enfants. Ça marche quasiment à tous les coups. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.